Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour cette session qui va nous donner l'occasion dans quelques minutes de découvrir notre intervenante d'aujourd'hui. Notre intervenante donc, qui est docteur Cécile Donzé, qui se présentera à vous. Vous êtes nombreux maintenant, près d'une trentaine à nous avoir rejoints et nous en sommes vraiment très heureux. Quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir interagir avec le docteur Cécile Donzé. Tout d'abord, vous constatez qu'en bas de votre écran, vous avez un onglet qui est un onglet discussion. Et je vais vous demander tout de suite de cliquer sur cet onglet discussion pour nous dire bonjour et nous indiquer d'où vous venez. Donc voilà, que vous veniez de France, de métropole ou d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, donc nous avons les premiers bonjours qui arrivent. Donc voilà, voilà Delphine, on a un bonjour de Lille. Ah, et oui, puisque vous allez découvrir Cécile Donzé et Lilloise. Voilà, moi je vous dis un bonjour des Alpes-Maritimes. Voilà. Et comme ça, nous aurons le plaisir de faire connaissance. L'Isère est là, nous avons le Rhône, nous avons la région parisienne, l'Auvergne. Bref, toute la France est représentée, alors que le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Voilà, je vois le sourire de Cécile Donzé, c'est formidable. On est très content de vous avoir avec nous. Alors, nous allons structurer ce programme comme Cécile Donzé va vous l'indiquer là dans quelques instants, et je lui laisse l'opportunité de se présenter. Un dernier point, vous avez des questions et vous en aurez certainement. Utilisez, si vous voulez bien, l'onglet questions et réponses, Q et R. Voilà, cet onglet se trouve toujours en bas. C'est un onglet que vous pouvez utiliser dès à présent, que vous pourrez utiliser lors de la vidéo, lors de la présentation PowerPoint. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Et voici donc la présentation de Cécile Donzé. Et je reviendrai pour présenter la vidéo dans quelques minutes. Voilà, à tout de suite. Alors oui, bonjour à tous. Je suis à Lille sous un grand soleil. Alors une fois n'est pas coutume, parce qu'on a été un peu noyés la semaine dernière, mais très heureuse d'être avec la Ligue pour ce week-end de journée mondiale de la sclérose en plaques. Alors c'est vrai que moi je vais vous parler de la vessie dans tous ses états. Alors je suis médecin de rééducation, spécialisée dans tout ce qui est neuro-urologie et d'autres choses. En tout cas, exclusivement dédiée, ma spécialité, en tout cas moi, je ne m'occupe que de patients atteints de sclérose en plaques au sein de la clinique sclérose en plaques qui est à Lille, dans les hôpitaux de la Cato, comme on dit chez nous, qui est à la faculté de médecine de Lille privée, qui est la seule de France. Donc, je travaille avec le professeur Hautecoeur, que vous connaissez peut-être, et le professeur Vermersch aussi, qui est à Lille, lui, au CHU de Lille. Alors, pour commencer, je voulais partager avec vous une web série qu'on a fait déjà en 2014, ça date, mais qui est encore tout à fait d'actualité, sur les troubles vésico-sphinctériens. Vous verrez qu'il y a d'autres numéros sur d'autres symptômes. Là, c'est vraiment dédié pour les patients, pour les aidants, et pour expliquer ce que c'est que les troubles vésico-sphinctériens, comment ça marche une vessie, parce que c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, après cette petite vidéo qui dure 7 minutes, je crois exactement, je vous ferai quand même un petit topo, on va dire. Alors, j'aime pas trop faire les choses très descendantes, donc n'hésitez pas, surtout sur l'onglet Q et R qui est tout à droite en bas, à me poser des questions, même pendant la présentation, comme ça je peux anticiper, et puis que ce soit un peu interactif, même si je préférais vous avoir devant moi. Donc, je pense que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Vous arrive-t-il d'être gêné par des envies pressantes d'uriner ou des difficultés à vous retenir? Ces troubles urinaires peuvent être liés à la sclérose en plaques et sont assez fréquemment rencontrés au cours de cette maladie. Comment ça marche la vessie? Les centres de la commande neurologique de la vessie sont situés dans la moelle épinière et le cerveau, ce qui nous permet de la contrôler. Les reins produisent de l'urine et remplissent progressivement la vessie qui se comporte comme un réservoir en se distendant comme un ballon de baudruche. Lorsqu'elle se remplit,
La vessie envoie un signal au cerveau qui nous prévient par la sensation d'un besoin d'uriner de plus en plus intense. Nous avons la possibilité de nous retenir volontairement en diminuant la sensation de besoin et en contractant un muscle situé en bas de la vessie, appelé sphincter. Il sert de robinet. Dès que les conditions le permettent, quand on arrive aux toilettes, nous relâchons le muscle, le robinet s'ouvre, la vessie se contracte et nous vidons notre vessie. Dans la sclérose en plaques, le contrôle neurologique est défaillant et peut être responsable de différents types de troubles urinaires, comme des difficultés à retenir les urines. Dans certains cas, la vessie va se contracter dès qu'elle se remplit, même pour de petites quantités d'urine, et va entraîner un besoin d'uriner et parfois même des fuites. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. Tout se passe comme si la vessie était énervée, ce qui donne l'envie irrépressible d'uriner. Cette hyperactivité donne des signes cliniques comme l'urgenturie, c'est le besoin urgent d'uriner, et la perte incontrôlée d'urine appelée incontinence. Dans certains cas, vous devrez vous lever la nuit plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle la nicturie. Le contrôle neurologique défaillant peut également entraîner des difficultés à vider la vessie. Dans d'autres cas, les lésions situées dans la moelle épinière peuvent entraîner des troubles de la vidange vésicale. Lorsque la vessie est remplie, la moelle est incapable d'envoyer le message au cerveau pour lui signaler le besoin d'uriner ou au sphincter pour lui signaler le besoin de se relâcher. La vessie continue donc à se remplir. Ce trouble de la vidange s'accompagne souvent des signes suivants. La dysurie, avec un jet faible parfois au goutte à goutte, le retard à la miction, qui est une difficulté à débuter la miction même en cas de besoin, l'incontinence, représentée par une fuite d'urine sans besoin ressenti. Enfin, d'autres troubles associés ou combinés peuvent survenir. La difficulté à se retenir, combinée à celle de vider la vessie, est appelée dysynergie vésico-sphinctérienne. Elle est liée à une mauvaise coordination entre la vessie et le sphincter. Dans une situation normale, ces deux éléments fonctionnent de manière coordonnée. La vessie se contracte et le sphincter se relâche pour laisser sortir l'urine. Dans la sclérose en plaques, la vessie se contracte pour évacuer l'urine en même temps que le sphincter se ferme. L'urine reste dans la vessie. Les troubles combinés peuvent se manifester par les symptômes suivants: une urgenturie, un retard à la miction, une dysurie et une incontinence. Il est important d'évoquer ces difficultés avec votre neurologue, votre médecin de rééducation et votre médecin traitant pour préciser les symptômes évocateurs d'hyperactivité, de rétention d'urine ou de dysénergie vésico-sphinctérienne. Seule, cette analyse des symptômes ne permet pas de poser le diagnostic précis du type de trouble urinaire. D'autres causes sont possibles, comme des fuites liées à un problème de manque de force du périnée après un accouchement, et ce, même des années après, ou des causes urologiques, comme un problème de prostate chez l'homme. Des examens seront nécessaires pour déterminer la nature du problème et proposer le traitement approprié. Les traitements feront appel aux médicaments permettant de limiter l'urgenturie, la dysurie. Le sondage urinaire intermittent est une technique simple et efficace qui permet de vider complètement la vessie et de limiter les complications urologiques. Enfin, la rééducation périnale pratiquée chez un masseur-kinésithérapeute sera proposée en fonction des spécificités du trouble urinaire présenté. Avant de débuter un traitement, il convient d'éliminer certains facteurs favorisant les troubles urinaires. Il est impératif de traiter un trouble du transit associé, comme la constipation, qui représente une épine irritative et peut être à elle seule responsable d'une hyperactivité vésicale. L'hydratation doit être suffisante, mais pas trop abondante. Il est recommandé de boire
1,5 litre de liquide par jour, tout confondu. Eau, café, thé, potage. Certains aliments ou boissons sont susceptibles d'exciter la vessie, comme le café, le thé, les épices, les boissons gazeuses. Essayez de limiter les boissons après 19h30 pour éviter de vous lever la nuit. La tisane ou le potage, le soir, engendre inévitablement un, voire deux levées nocturnes. Certains médicaments peuvent avoir des effets sur la fonction vésicale. Demandez conseil à votre médecin. Rendez-vous systématiquement toutes les 2 à 3 heures aux toilettes sans attendre forcément le besoin d'uriner. Prenez le temps de bien vider votre vessie, ne poussez pas pour démarrer et restez décontracté. Vous l'avez compris, de nombreuses solutions existent pour faire face aux troubles urinaires. Le premier réflexe est de consulter un professionnel de santé pour faire un bilan complet. La prise en charge adaptée vous aidera à vous sentir vite soulagé. Et voilà, donc Cécile, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a un problème de son. Je ne sais pas si pour les autres, ça s'est passé pareil, mais j'ai vu qu'il y a eu un petit message sur un problème de son. Je vais vous le refaire avec le son. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que tout le monde là, si tout va bien, j'espère. Ok. Donc, du coup, je vous fais un petit topo quand même sur les troubles vésico-sphinctériens et la sclérose en plaques. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit dans le petit film, mais c'est quand même bien qu'on reprenne certaines choses. Alors, vous savez certainement mieux que moi que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, hein, puisque, vous voyez, c'est entre 30 et 96% des patients atteints de sclérose en plaques qui vont présenter en fait ces troubles urinaires de différents types. C'est très, très hétérogène. On a vu qu'il y avait des problèmes d'urgence, des problèmes de vidange de la vessie. Ça survient le plus souvent dans les 10 premières années de la sclérose en plaques, avec une médiane d'apparition à partir de 6 ans. Alors, il y a des patients qui n'ont jamais de troubles urinaires, hein, mais effectivement, c'est quand même assez fréquent. Et ça peut même l'être dès la première poussée. Alors, c'est sur un pourcentage de cas un peu moins important. Ça, c'était juste pour vous faire un petit peu peur, mais pour vous montrer que c'est extrêmement compliqué de contrôler une vessie et d'être propre. Et finalement, quand vous êtes un enfant, vous marchez beaucoup plus tôt que vous n'apprenez à être propre. Finalement, on marche à peu près à 1 an, 18 mois et on est propre à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Tout simplement parce qu'il y a le cerveau qui va contrôler la vessie, mais aussi la moelle et puis certains nerfs. Et tout ça, ça doit être ensemble, c'est-à-dire la vessie se remplit, le robinet reste fermé, la vessie se contracte, le robinet s'ouvre. Donc, vous voyez, c'est plein de contrôles différents et c'est extrêmement complexe. Et bien évidemment, puisque le contrôle se fait au niveau cérébral et médulaire, et bien comme la sclérose en plaques est une maladie qui touche le cerveau, en tout cas le système nerveux central, on peut avoir à ces endroits-là certains court-circuits qui expliquent les troubles urinaires. Donc, nous, médecins, ce qui nous importe, c'est vous apporter du confort. Et effectivement, c'est extrêmement inconfortable d'avoir des troubles vésico-sphinctériens, des fuites notamment, ou des urgences. C'est extrêmement pénible. Donc, il faut qu'on vous interroge de façon très précise pour savoir exactement, notamment vos antécédents. Parce que quand on a une sclérose en plaques, on a un peu tendance à tout mettre sur le dos de la sclérose en plaques, alors que finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, on peut avoir aussi des troubles qui sont liés à d'autres choses. Si vous avez un diabète, vous pouvez avoir aussi des problèmes vésico-sphinctériens. Si vous avez eu des antécédents obstétricaux, c'est-à-dire à l'accouchement, des accouchements un peu
difficile, avec les forceps, avec une épisiotomie, avec une déchirure. On peut avoir aussi des troubles urinaires qui ne sont pas du tout dus à la sclérose en plaques. Donc, c'est important de faire la part des choses. Et chez l'homme, il y a aussi, à partir de 50 ans, le risque d'avoir un adénome au niveau de la prostate qui va gêner la miction. Donc, on va vous interroger très précisément sur les fuites, sur les difficultés à vider, s'il y a des urgences, et également la constipation, vous l'avez vu. J'en ai parlé dans le petit film, on en parle, parce que lorsque vous avez une constipation, eh bien, vous allez être extrêmement gêné pour vider votre vessie, hein. L'intestin va être plein, ça va gêner la vessie. Après, on va apprécier aussi votre gêne clinique. Et évidemment, c'est ce qui est le plus important, c'est à quel point vous êtes gêné dans votre qualité de vie. Alors, Calivine, c'est une échelle de qualité de vie qu'on peut utiliser spécifiquement dans les troubles urinaires pour vous poser des questions. Souvent, on va vous demander de faire ce qu'on appelle un calendrier mictionnel, c'est-à-dire on va faire un petit calendrier sur 3 jours, et puis vous allez nous dire, ben voilà, je vais faire pipi à 8 heures, à 9 heures, à 15 heures, vous allez mettre les heures, dire si c'est beaucoup, s'il y a eu des fuites entre deux. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir combien de liquide vous allez absorber. Parce que si vous buvez 3 litres, vous faites pipi 3 litres, c'est mathématique. Hein. Donc, si on boit 3 litres, on va aller entre 15 et 17 fois aux toilettes par jour. C'est normal, il y a 3 litres à sortir. Si vous buvez un demi-litre, ce sera beaucoup moins. Donc, c'est important de savoir ce qui rentre pour vous expliquer ce qui doit sortir au final. Alors après, il y a des examens qu'on va vous faire parce que ces examens-là ne vont pas être faits tous les ans, hein, mais en tout cas pour débrouiller un peu l'histoire, parce que même si on vous interroge très bien, on n'est pas toujours certain de savoir ce qui se passe réellement. Et pour vous donner un traitement adapté, on doit au moins faire au début, en tout cas des troubles urinaires, ce qu'on appelle un bilan urodynamique, où on va vous demander, vous voyez ici, de faire pipi sur un toilette un peu spécial qui permet de mesurer le débit urinaire. Donc, quand on fait pipi, eh ben, on entend bien, hein, c'est un seul jet. Et là, vous voyez sur la courbe, ça correspond à la débimétrie, c'est ce qu'on appelle. Et ben, vous voyez à chaque fois, ça c'est, vous faites pipi, ça s'arrête. On fait pipi, ça s'arrête. On fait pipi, ça s'arrête. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une dysurie, une difficulté à vider la vessie. C'est le robinet qui ne s'ouvre pas comme il faut. Ensuite, on va, alors il fait un peu peur ce dessin, j'avoue, mais on va vous sonder pour remplir votre vessie, pour mesurer la pression dans votre vessie et de voir si elle se laisse distendre gentiment quand on remplit avec de l'eau. Et donc ça, c'est un exemple de vessie énervée, comme j'ai dit dans le petit film. C'est une vessie qui est hyperactive où à chaque fois, on va avoir des contractions de la vessie qui vont arriver, alors que normalement, la vessie, elle doit se laisser remplir gentiment jusqu'à un certain point, bien sûr, mais on ne doit pas avoir tous ces pics. Et donc, nous, ça nous donne des indications sur les traitements. Un autre examen qui est peut-être un peu moins invasif parce qu'on ne va pas vous sonder, c'est l'échographie de la vessie et des reins. Donc ça, l'échographie, c'est externe, on a une sonde, on vérifie, on peut regarder la vessie, on peut regarder les reins, on peut regarder s'il y a des calculs. C'est quand même important à faire de façon régulière, ce n'est pas invasif, mais ça permet de vérifier un petit peu également ce qui reste dans la vessie une fois que vous avez fait pipi. Normalement, quand on fait pipi, il ne reste rien dans la vessie, c'est vide. Et puis ça se remplit de nouveau. S'il en reste, ce n'est pas très bon. Comment on va traiter maintenant? Parce que c'est ça le plus important, c'est que voilà, on va évaluer, on va trouver ce qui se passe et puis on va traiter. J'ai remis le mot épine irritative, dont vous avez peut-être entendu parler aussi dans le film. C'est tout ce qui va venir énerver la vessie ou même la sclérose en plaques au sens large. Et vous savez bien, pour certains, quand vous avez des difficultés à marcher, si en plus vous devez faire pipi et une urgence, c'est encore plus difficile. Et c'est ça en fait, l'épine irritative. La vessie peut aggraver les troubles de la marche si elle n'est pas stable. Elle peut aggraver la raideur dans vos jambes. Elle peut aggraver certaines douleurs. Donc c'est important de la traiter aussi pour que ce soit harmonieux. Hein. C'est un tout, le corps humain. Ce n'est pas juste un cerveau, une moelle, et il y a tout le reste. On a accès à de nombreux médicaments pour traiter. Alors, l'HAD, c'est l'hyperactivité du détrusor. Le détrusor, c'est le muscle de la vessie. C'est quand je parle de vessie énervée, c'est ça. C'est cette vessie qui vous donne envie d'aller faire pipi tous les quarts d'heure, toutes les heures, et des urgences assez incoercibles. Donc, pour ça, il existe des traitements qui s'appellent anticholinergiques, peu importe le mot, mais vous avez sûrement déjà eu, je vais dire les mots commerciaux, ce sera peut-être plus simple, mais du Driptan, du Ditropan, du Cérise, du Toviaz. C'est des médicaments qu'on donne pour calmer cette vessie énervée. Alors, ça marche assez bien, assez vite. Hein, vous voyez, 96% d'efficacité immédiate, c'est-à-dire on le prend et dans le quart d'heure, 20 minutes, en général, ça calme la vessie.
Souvent, ça peut être en une prise, ça peut être en 2 prises, ça dépend un peu du type de traitement. Quand j'ai noté échappement 48 ça veut dire que dans un cas sur 2, au bout d'1 an, 2 ans, le médicament va plus trop faire effet, hein. Donc on a un échappement thérapeutique, et donc on est amené parfois à changer, à prendre un, puis l'autre, puis revenir à l'ancien. On peut faire comme ça une petite cuisine qui permet de calmer le jeu et d'être efficace quand même. Il y a des effets secondaires. Alors 96 vous allez avoir peur, vous allez me dire: «Oh là là, des gros effets secondaires». Non, c'est surtout des effets secondaires à type de sécheresse au niveau, un peu un manque de salive. C'est ça le principal effet secondaire qui dépend des médicaments. Ça dépend de certains médicaments. Comme on a 3 ou 4 à disposition, on peut en avoir avec un et pas avec l'autre. Donc évidemment, ça, on en tient compte quand on vous le prescrit. C'est écrit en gras, attention au risque de rétention urinaire, parce qu'effectivement, si je calme votre vessie avec ce médicament, il ne faut pas que je la calme trop. L'idée, c'est pas qu'elle soit paralysée, entre guillemets, et qu'elle se vide plus. Donc, il faut un juste milieu. Et en général, quand on met en route ces traitements-là, on fait une échographie à peu près 1 mois après le début du traitement pour vérifier qu'elle elle se vide quand même pas si mal. Alors, si vous le permettez, je voudrais juste peut-être prendre quelques questions Oui. que vous allez pouvoir consulter également sur l'onglet questions-réponses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il y a par exemple une question qui est quid sur des effets secondaires sur la mémoire du séris. Comment faire pour en limiter l'impact? Alors, il y a très peu. Pour en prescrire beaucoup, il y a peu d'effets du séries, en tout cas dans la sclérose en plaques. Je ne parle pas de la maladie de Parkinson, c'est autre chose. On a peu d'effets secondaires liés aux séries dans la sclérose en plaques. C'est plutôt les troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques, peut-être, qui sont en cause, ou la fatigue qui aggrave des troubles cognitifs. Mais en tout cas, ce n'est pas un effet secondaire classique comme on peut le voir, c'est tout à fait vrai dans le Parkinson, mais ce n'est pas la même maladie. Et donc, normalement, vous ne devriez pas être très ennuyé avec le séries. Maintenant, si c'est le cas, on l'arrête, on en prend un autre. Il y en a d'autres, hein. Ça, après, on en tient compte, hein. Tout est toujours possible. Voilà. On a une autre question à laquelle vous pourrez répondre tout de suite ou bien tout à l'heure en fonction de degré d'avancement, qui est liée à, et voici la question, donc c'est après un rapport sexuel des troubles urinaires, donc après un rapport sexuel pénétratif ou après une stimulation du clitoris, des brûlures, des envies fréquentes d'uriner, sans infection urinaire. Est-ce que c'est un problème neurologique? Il y a aussi un problème de dysurie au quotidien. Alors oui, c'est un problème neurologique, hein. Le cerveau commande aussi tout ce qui est dans le pelvis, hein, tout ce qui est en bas, on va dire ça comme ça. Et effectivement, la stimulation liée à l'acte fait que ça vient un peu rajouter de l'activité au niveau de la vessie. Alors c'est vrai que généralement, on dit aux patients d'aller aux toilettes juste avant. Alors c'est pas très glamour, hein, parce que c'est c'est un peu programmatif, mais ça permet d'éviter les soucis. Si les patients sont aux autosondages, on en reparlera après, effectivement, on dit de faire un autosondage juste avant le rapport sexuel, ou en tout cas ce qui est, enfin voilà, dans le quart d'heure, 20 minutes, hein, on n'est pas, c'est pas 3 minutes avant. Mais effectivement, c'est tout à fait neurologique, et donc ça aussi, ça doit se traiter spécifiquement, mais c'est lié. C'est lié à la sclérose en plaques, c'est lié à l'atteinte neurologique. Si c'est des brûlures ou des douleurs, on peut mettre en place certains traitements spécifiques. Tout à fait. Parfait. On a aussi une question qui est connexe et qui est effectivement donc d'une personne cinquantenaire qui est mariée, maman de 2 enfants, qui a une CEP depuis eh bien, 1990, qui est traitée au Rebif 44, voilà, et qui a des troubles urinaires fréquents. Traitement tamsulosin, Mmh. pensulosine, un comprimé, Urostime, et des problèmes également, et ce sujet a été évoqué, je vous inviterai d'ailleurs à regarder le replay sur les sujets liés à la libido, donc absence de libido, et donc voilà, la question traitement rebif, trouble urinaire, absence de libido, que pouvez-vous nous dire? Alors, on est bien d'accord, hein, la libido, enfin, pour être bien clair, c'est bien la baisse du désir.
c'est pas l'absence d'orgasme. Enfin, je précise parce que c'est pas pour être bien sûr, la libido, c'est le manque de désir. Voilà, donc ça peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié spécifiquement à la sclérose en plaques, ça fait partie des symptômes, ça c'est certain. Ça peut être lié à certains médicaments. Alors, le rebif, c'est possible, hein, il y a jamais rien d'impossible, mais il y a beaucoup d'autres traitements qui peuvent baisser la libido et notamment les traitements antidépresseurs qui font baisser la libido. Donc, il faut aussi, voilà, c'est un peu difficile de faire une consultation, mais il faut aussi regarder ce qu'il y a comme autre traitement. Après, le fait d'avoir une sclérose en plaques, c'est pas non plus, enfin voilà, c'est pas toujours facile à gérer. Et donc, ça peut induire des difficultés ou des angoisses ou de l'anxiété. Donc, et puis après, il peut y avoir aussi d'autres problèmes sexuels, des troubles sensitifs qui font que ben, c'est pas très agréable au final, parce que soit ça fait mal, soit je sens rien. Et donc, effectivement, voilà. Donc, c'est vrai que c'est englobé dans un tout. Maintenant, dire que le rebif, alors le rebif ne donne pas de troubles vésico-sphinctériens. C'est pas, voilà, c'est pas un médicament qui peut être impliqué dedans. Mais l'ensemble, si vous prenez du rebif ou un interféron, vous avez un syndrome grippal, effectivement, vous n'allez pas être en forme pour les rapports, hein, ça c'est certain. Donc, c'est un tout. C'est vraiment, il faut prendre tous les items avant de se lancer dans c'est un effet secondaire d'un médicament uniquement. Parfait. Autre question avec le Fampira. Est-ce que le Fampira peut accroître le problème de vessie hyperactive? Alors, j'ai une énorme cohorte. On a 450 patients qui sont sous Fampira depuis 2013, qu'on suit régulièrement. On a eu très peu d'effets secondaires vésicaux et notamment très peu de, quand je dis très peu, c'est 3-4 patients, hein, voilà, qui ont eu une aggravation de l'hyperactivité du détrusor. C'est vraiment pas. Et pour ces patients-là, on a refait le bilan, on a recherché, puis on a réussi à gérer l'affaire. Alors peut-être que la vessie a continué d'évoluer, hein. Je vous rappelle que le Fampira est un traitement symptomatique, ce n'est pas un traitement de fond qui empêche l'évolution de la maladie. La maladie, elle peut malheureusement continuer d'évoluer, même si on est sous Fampira. Alors, sauf s'il y a un autre traitement de fond, et j'espère. Mais non, et j'en profite également pour dire que le Fampira, en aucun cas, ne donne d'infection urinaire. C'est noté dans le RCP du médicament, c'est vrai, mais c'est une erreur. Il y a eu des études depuis qui ont bien montré, et puis de toute façon, le mécanisme d'action n'a rien à voir avec ça. Le Fampira ne donne pas d'infection urinaire. Donc ça, c'est important aussi parce que je sais que c'est noté, que ça inquiète tout le monde et c'est normal. Merci pour cette réponse très claire. Une autre question liée à des problèmes d'urgenturie. À l'hôpital, la personne s'est vue prescrire un traitement par électrode sur la cheville pendant 20 minutes par jour. Cela a réduit ces problèmes. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais en parler juste après, si vous voulez bien. Je vais continuer parce que ça fait partie Allons-y. du topo et je répondrai bien sûr à cette question. De toute façon, je l'avais mis en Merci grand. beaucoup. À tout Voilà. à l'heure. Si vous voulez bien, je continue un petit peu. Donc, j'étais toujours sur l'hyperactivité du détrusor et ça, c'est important que je vous parle des traitements qu'on appelle endovésicaux, c'est-à-dire dans la vessie. D'accord? Donc, on va, dans certains cas, quand vous voyez les traitements dont j'ai parlé tout à l'heure, le Séris, vous en avez parlé aussi, quand ce n'est pas suffisant parce qu'on a un échappement thérapeutique, parce qu'on en a essayé 3, 4, 5, ça ne marche pas, les gens sont toujours aussi ennuyés. À ce moment-là, on a à notre disposition ce qu'on appelle la toxine botulique dans le détrusor, dans le muscle de la vessie. C'est le fameux Botox, hein, qui est célèbre pour les rides, mais qui est aussi très intéressant dans la vessie. Donc ce médicament, c'est un médicament injectable. Donc on va faire ce qu'on appelle une cystoscopie. Hein, donc on va rentrer un cystoscope, une sonde avec une petite caméra au bout dans la vessie et dans laquelle on va introduire une aiguille et puis on va injecter ce Botox en 30 points différents dans la vessie, dans le muscle. L'idée étant de paralyser, entre guillemets, hein, de complètement désactiver la vessie pour qu'elle soit calme, pour qu'elle ne vous donne plus ses envies et ses fuites. Alors ça se fait sous anesthésie locale ou Calinox, hein, le Méopa, là, qui permet de... C'est pas une anesthésie générale, rarement, hein, sauf des cas très particuliers, mais c'est quand même extrêmement efficace. Alors, votre vessie est plus énervée, elle se laisse remplir. Maintenant, elle se vide plus facilement tout seul. Du coup, il faut absolument que les autosondages soient maîtrisés avant de faire la toxine dans la vessie, parce que sinon le risque de rétention est grand.
Donc, j'ai un exemple en tête. J'ai vu une jeune femme, très jeune, 25 ans, qui allait faire pipi 30 fois par jour. C'était un enfer total. J'arrivais pas, ni avec les électrodes dont on a parlé tout à l'heure, ni avec les traitements. Donc, on est parti, même si ça lui plaisait moyennement au départ, et je comprends très bien, sur l'association Botox-autosondage. Donc, elle fait, cette dame, 5 sondages par jour, au lieu de 30 fois aux toilettes par jour. Elle a plus de fuite, plus de protection, et elle est ravie. Donc, vous voyez, mais simplement, c'est important et c'est un message que vous devez avoir. On ne fait pas la toxine tout seul. On fait la toxine dans la vessie, associée aux autosondages. Et je reparlerai des autosondages après parce que c'est un gros sujet. Alors, voyez, c'est là, en fait, l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la neurostimulation transcutanée tibiale postérieure. C'est un gros mot. Ça s'appelle Urostim, le petit appareil, hein. C'est un Urostim 2. Alors, l'Urostim, vous voyez, c'est ce petit boîtier qui est là, dans lequel il y a des programmes tout faits. Et donc, vous branchez le petit fil là et vous branchez votre électrode au niveau, enfin ici de la cheville, hein, juste en dessous de la malléole interne. Et puis le programme, effectivement, c'est 20 minutes par jour. Alors ça, c'est des fréquences, des trucs, bon, c'est un peu compliqué, mais en général, les programmes sont prévus pour, vous appuyez sur le bouton, vous mettez ça 20 minutes. C'est un peu compliqué à vous expliquer comment ça fonctionne, parce que vous allez me dire, c'est complètement bizarre, on met un truc sur la cheville pour traiter la vessie. Non, non, alors ça s'explique parce qu'il y a des boucles nerveuses qui partent des pieds jusqu'à la vessie et qui permettent, ces courants permettent de stimuler ce nerf et de calmer la vessie. Alors c'est super parce que quand ça marche, ben, ce n'est pas un médicament, donc on n'a pas les effets secondaires. Au pire, on peut être allergique à l'électrode, mais ça c'est pour tout le monde. Alors j'ai mis un point d'interrogation efficacité sur hyperactivité vésicale en long terme parce qu'on n'a pas d'études qui durent très très longtemps. Maintenant, on a des choses un peu plus longues. Moi j'ai un patient qui fait ça depuis 6 ans, il n'y a aucun souci, il fait ça tous les jours. Il y en a qui le font 3 fois par semaine, c'est vraiment à la carte. Donc je pense que c'est facile, vous faites ça quand vous êtes tranquille devant la télé ou c'est un truc qui ne pose pas de souci, qui est facile, qui doit se tester. En général, c'est testé alors chez nous, c'est dans notre service. Et on a des kinés qui sont spécialisés et qui mettent en place, qui expliquent aux patients comment ça marche. Ce n'est pas très compliqué, mais ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une technique qui est tout à fait intéressante dans cette hyperactivité, mais il y a aussi la rééducation périnéale classique. Alors, ça ressemble, on utilise des sondes vaginales. Donc, vous voyez ici, c'est les petites électrodes, en fait. Et puis ça, c'est l'appareil. C'est juste un appareil technique qui permet de voir ici, vous avez peut-être déjà, pour certaines des dames qui sont là, fait de la rééducation après un accouchement. C'est la même façon de faire, sauf qu'on va utiliser des courants différents. Et c'est la même idée que sur le pied, là. C'est de calmer avec des courants spécifiques au niveau de la vessie, ces vessies qui sont un peu trop énervées. Et alors après, il y a des techniques un peu plus sophistiquées, ce qu'on appelle la neuromodulation sacrée. L'idée, c'est toujours enfin, on reste dans l'électricité, on va dire, et dans l'électrostimulation, on va les stimuler ici, les racines sacrées au niveau du sacrum, hein, en dessous du bassin, là. Et c'est ces racines qui gèrent la vessie, en gros, sur certaines fonctions. Et donc, on va aller implanter une électrode avec un petit boîtier qui va être mis sous la peau, un espèce de pacemaker, on va dire, qu'on va pouvoir commander à distance et qui peuvent calmer certaines hyperactivités rebelles. Alors, j'ai mis en staff pluridisciplinaire, parce que ça, c'est quelque chose d'un peu invasif. On ne va pas faire ça chez n'importe qui, n'importe comment. En général, on se réunit avec les neurologues, avec les urologues, avec les neurologues. On discute un peu, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en routine classique. Par contre, le reste, oui, ça, tout à fait. Donc voilà pour tout ce qui est hyperactivité, vessie énervée, envie d'aller faire pipi tous les 5 minutes, c'est ça. Ensuite, vous avez des patients qui ont plutôt des difficultés à vider la vessie. Donc, c'est ce qu'on appelle la dysurie. Donc là, on utilise le fameux tamsulosine dont avait parlé une dame tout à l'heure, ou l'alfusosine, enfin peu importe, on a différents traitements qu'on appelle les alpha-bloquants. Donc ces alpha-bloquants, ils vont bloquer, comme leur nom l'indique, les récepteurs un peu spécifiques au niveau du col de la vessie et ce qu'on appelle le sphincter. Donc, pas le sphincter de tout à l'heure, où vous avez vu le petit bonhomme là avec le robinet. Il y a au-dessus de ce sphincter-là, il y a ce qu'on appelle un sphincter lisse. Et donc, c'est sur ce sphincter lisse qu'on va avoir une action, c'est-à-dire qu'on va permettre de relâcher et de mieux vider la vessie. Et ce médicament-là,
il est prescrit au départ pour les hommes qui ont un adénome de prostate. Donc, je sais que de temps en temps, il y a des pharmaciens qui disent que j'ai dû boire trop d'apéro et qu'effectivement, je prescris un médicament pour les hommes à une dame. Non, non. En fait, ça marche aussi et on a pris cette indication-là et on a la possibilité de le prescrire sans difficulté en ALD, il n'y a pas de souci. Donc, ça marche moyen, vous voyez, 41%, ça améliore le débit. Et il y a parfois, pour ces traitements, des problèmes de tolérance parce qu'on peut faire baisser la tension artérielle. Donc, quelqu'un qui a 12,8 de tension, au pire, il sera à 11, il n'y aura aucune conséquence. Mais il y a des patients qui ont des petites tensions à 9. Et donc, effectivement, si vous passez de 9 à 8, vous n'allez pas être bien, vous allez faire des malaises. Donc, il faut faire attention, il faut juste prévenir. C'est quand même assez rare, hein. C'est la majorité, 80% des patients le tolèrent bien. Et son activité, la tamsulosine, il est juste là pour améliorer la vidange vésicale. Il ne va pas jouer spécifiquement sur la vessie énervée. En revanche, ce qui énerve aussi la vessie, c'est une vessie qui ne se vide pas. Si elle ne se vide pas, ça l'énerve. Elle veut que ce soit vide. Donc, effectivement, si on la vide mieux, elle se remplira moins vite. Donc, ça peut se discuter et parfois, on peut être amené à mettre les deux traitements en même temps. Vous voyez, tout à l'heure, la dame qui posait la question, elle avait effectivement l'Urostime, l'appareil pour calmer sa vessie, mais elle avait la tamsulosine pour vider mieux sa vessie. Donc, j'imagine qu'il y avait un problème de vidange associé, ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'avant les autosondages, il y a des questions? Parce que moi, je ne les vois pas comme je suis sur… Alors oui, quelques questions qui concernent l'alfulosine. Oui. Alors, une personne dit, j'ai essayé l'alfulosine et effectivement, j'ai une baisse de tension et l'impression de faire une poussée. Oui, parce qu'en fait, cette hypotension, c'est comme si vous étiez fatigué, enfin, ça vide, hein, la tension elle est trop basse. Et effectivement, ça peut le faire avec alfusosine. Parfois, on réessaye un autre et ça ne le fait pas. Vous voyez, il y a différents traitements qui sont… mais il y a des patients qui ont des effets secondaires importants et pour lesquels on ne pourra pas utiliser ces alpha-bloquants. Je reviens sur les autosondages dont vous parliez tout à l'heure. Une personne nous dit, voilà, je suis allé à l'hôpital pour apprendre les autosondages, mais c'est impossible pour moi d'en faire 5 par jour. Alors du coup, je ne les fais pas. Eh bien, on va en parler. Je vais aborder les autosondages. Je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais c'est une technique qui existe depuis très longtemps. Je vais vous faire l'histoire. Vous voyez, là, alors les autosondages, c'est très simple. D'ailleurs, il faut que ce soit simple. L'idée, c'est votre vessie ne se vide pas, et bien c'est tout. Je vais utiliser un petit tuyau, que je vais mettre aux toilettes, qui va vider ma vessie. J'enlève mon petit tuyau, je me lave les mains, c'est fini. C'est quelque chose de très ancien, vous voyez, alors très ancien, je suis encore plus ancienne que ça, moi, je suis née avant les années 70, mais Lapides, qui est un urologue, en 72, il a décrit la technique. Et jusqu'aux années 70, en fait, les paraplégiques, hein, les accidentés de la route, qui n'ont aucune autre solution que les autosondages, avant, on ne faisait pas d'autosondage et ces personnes décédaient à 40 ans de complications rénales parce qu'ils ne pouvaient pas faire pipi et que ça devenait très compliqué. Donc, Lapides avait mis au point, avait dit, je vais, plutôt que mettre une sonde à demeure qui est extrêmement dangereuse pour les infections, etc., je vais demander à mes infirmières de le sonder 5-6 fois par jour. Et donc, effectivement, à l'époque, les gens allaient à l'hôpital, on les sondait, etc. Et puis, dans tous ces patients, il y avait une dame qui avait une sclérose en plaques, en fait, et qui avait envie d'aller en vacances. Et elle s'est dit, oh, de la zut, moi, je vais le faire tout seul. Ça fait 3 ans qu'on me le fait. Je vois bien comment ça marche. Je vais le faire tout seul. Et donc, pendant sa semaine de vacances, elle s'est débrouillée. Elle l'a fait 4 fois ou 5 fois. Alors, on ne lui avait pas appris, elle. 4 ou 5 fois par jour. Elle s'est sondée. Elle a trouvé ça hyper pratique. Puis, elle est revenue. Elle l'a expliqué à son neurologue qui a dit, mais c'est génial. Et donc, qui a lancé, en fait, cette idée. Donc, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel on a du recul. Là, pour le coup, on connaît très, très bien. Et puis, bien sûr, le matériel a évolué. Avant, c'était des grosses sondes. Maintenant, vous verrez, c'est du matériel extrêmement bien facile à utiliser. Il y a environ, parce qu'on ne peut pas les compter, entre 25 et 30% des patients atteints de sclérose en plaques qui sont sous sondage intermittent. Et effectivement, le nombre a un peu augmenté depuis l'arrivée de la toxine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de calmer très fort les vessies. Toutes les études montrent que la qualité de vie est améliorée grâce à la pratique des autosondages. Vous voyez, aux alentours de 80%. Maintenant, ça nécessite une éducation extrêmement bien conduite, pour laquelle on va prendre du temps.
Et puis un suivi. Ce n'est pas le tout de donner une sonde à quelqu'un, de lui dire vas-y, tu vas te sonder 5 fois, débrouille-toi. Ça, c'est pas possible. Ça doit être suivi, c'est-à-dire que les gens doivent être vus au bout d'un mois. Moi, je revois tous mes patients au bout d'un mois, je les ai au téléphone, il y a une infirmière qui va à domicile pour voir si tout va bien. On ne laisse pas les gens comme ça, enfin, ce n'est pas naturel de se sonder. Après, le geste est d'une simplicité remarquable, c'est pas compliqué. Tout vient de l'éducation aux autosondages et c'est ça la clé du succès. À quoi ça sert? Quels sont les objectifs des autosondages? Alors, je vous rappelle, l'autosondage, c'est une technique propre. En gros, c'est vous avec vos germes. Hein, vous savez qu'on vit avec plein de germes. Même si on se lave bien les mains, on a quand même des germes avec qui on vit et avec qui ça se passe très bien. Et donc, quand vous vous sondez, même si jamais par malheur il y a un germe qui rentre dans votre vessie, c'est le vôtre. Il ne va pas vous attaquer. C'est un germe gentil qui vit avec vous. Donc, vous vous sondez, vous vous lavez les mains, vous vous sondez, vous verrez qu'il n'y a pas besoin de faire de toilette aux antiseptiques ou je sais quoi. Et puis, vous videz. Donc, premier objectif, c'est la vidange. Le deuxième objectif, c'est de limiter les infections urinaires. Le troisième, c'est de limiter l'incontinence, et on verra comment, de limiter les complications sur le rein, hein, parce que ça, c'est dramatique, et puis, évidemment, d'améliorer la qualité de vie. C'est un geste propre et non stérile. Donc, vous avez ici, bon, je vais prendre un exemple, hein, une petite sonde. C'est une sonde femme, j'avoue. Elle est plus petite que pour les hommes parce que les messieurs, ils ont un truc en plus. Et donc, effectivement, c'est un peu plus long. L'autosondage doit être propre, il doit être simple, rapide. Un autosondage, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes, lavage des mains compris. On doit utiliser du matériel adapté. Alors, on a des sondes toutes simples et puis on a des kits de sondage qu'on peut emmener en vacances avec déjà un sachet intégré. Et ça nécessite une éducation, je l'ai déjà dit. La technique, c'est comment? La technique des autosondages, il n'y a pas d'antiseptique. Hein, il ne faut pas se récurer au daquin 5 fois par jour. Hein, vous allez faire pire que mieux parce que vous allez enlever la bonne flore et vous avez là des risques d'infection. C'est une toilette matin et soir au savon doux, ça suffit. On ne doit pas mettre de gants. On se lave les mains évidemment ou on utilise une solution hydroalcoolique. Il faut une hydratation régulière, hein, mais on l'a bien dit dans le film tout à l'heure, c'est 1,5 litre tout compris. Et c'est au moins 4 sondages par jour parce qu'effectivement, sinon, ça n'a aucun sens. Si vous en faites 1 par jour, je ne vois pas l'intérêt. C'est 4 par jour. C'est alors déclivité s'il y a une poche. C'est-à-dire que si vous avez une poche de sondage, bon, comme celle-ci, c'est peut-être pas le bon exemple, mais vous pouvez raccorder à la sonde une poche. Si cette poche, si vous vous sondez au lit, par exemple, vous laissez la poche sur le lit, il n'y a pas de déclivité, donc ça ne va pas se vider. Donc c'est important, si vous le faites au lit, que cette poche, elle soit en bas pour que ça coule. Il faut retirer lentement la sonde. Je sais bien qu'on n'aime pas avoir cette sonde, mais on a plutôt tendance à l'enlever vite. Mais si vous l'enlevez vite, on peut avoir un phénomène de sonde captive, c'est-à-dire que le sphincter va se serrer sur la sonde parce qu'il n'aime pas ça. Et donc là, vous risquez de vous blesser. Donc on le retire lentement. Et l'idée, c'est que vous soyez complètement autonome dans la mesure du possible pour aller alors, au lieu d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes et vous faites votre autosondage. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure qui était je ne peux pas en faire 5 par jour, mais si vous pouvez aller faire pipi 5 fois par jour, vous pouvez vous sonder 5 fois par jour. Tout dépend de l'éducation, si vous voulez. C'est ça. Après, c'est difficile, hein, mais moi, les patients, s'ils ne se sentent pas prêts, ils ne se sentent pas prêts. C'est pas moi qui vais le faire à leur place. C'est vrai, c'est vraiment un partenariat, c'est leur apprendre. Le geste n'est pas difficile. Je pense que l'aspect psychologique au sens large est parfois un peu perturbant. Les patients peuvent avoir peur, ils n'ont pas d'idée. Quand je leur parle d'autosondage, c'est pas facile à entendre. Hein. Ils ont l'impression d'avoir un surhandicap, alors qu'au contraire, ça va leur libérer, ça va leur changer la vie. Et j'ai l'habitude de dire, pour avoir beaucoup de patients en autosondage depuis maintenant 20 ans, ma plus jeune, c'est une petite fille de 4 ans, donc vous imaginez, 4 ans. Et puis ma plus âgée, elle avait 88 ans. Et c'est super, quoi. C'est quelqu'un de 88 ans qui est OK et qui va expliquer aux plus jeunes comment on s'autosonde, ça chapeau, parce que c'est pas évident. Donc c'est une technique qui est intéressante, qui doit surtout bénéficier d'une éducation bien faite, où on prend son temps. Ça ne doit pas se faire pendant 1 heure sur un coin de table. Nous, les patients, on les éduque sur 48-72 heures.
Et donc, on le fait au départ avec eux, puis après, c'est eux, et puis voilà. Et surtout, alors j'ai mis ici une grosse croix rouge sur le miroir. On n'éduque pas aux autosondages avec un miroir. Comment voulez-vous mettre ce miroir dans les toilettes? C'est pas possible. Donc, on éduque tous nos patients au toucher. On leur apprend, alors évidemment, c'est nouveau, voilà, pour certaines personnes, voilà, où est-ce qu'il est le méa urinaire. On leur fait sentir, voilà, c'est là. Alors, on leur montre la première fois, hein, parce que c'est pas un endroit, nous, les filles, qu'on voit souvent. Donc, on leur montre comment c'est fait, et puis après, on leur fait au toucher. Et puis après, on leur apprend à se sonder au toucher, comme ça, ils sont aux toilettes, ils vont aux toilettes, ils repèrent le méa, ils mettent la sonde, ils vident leur urine, ils enlèvent la sonde, ils se lavent les mains, c'est fini. Donc, c'est quelque chose de simple. Ça ne doit pas être compliqué. Moi, j'ai des patients qui sont VRP encore et qui se sondent dans leur voiture avec un set de sondage parce que, bon, je peux les comprendre sur la route. Les toilettes ne sont pas toujours très appétissants, on va dire ça comme ça. Donc, effectivement, ça doit être simple et c'est simple. Alors après, évidemment, on va s'adapter. Il y a des patients avec des niveaux de handicap plus importants pour qui ça va être compliqué de s'installer aux toilettes quand vous ne pouvez plus faire vos transferts. On peut apprendre aux patients à faire le sondage sur le fauteuil roulant. Donc, on doit s'adapter. Et nous, il y a toute une équipe. Il n'y a pas qu'une infirmière qui apprend à sonder. Il y a les ergothérapeutes qui sont là pour certaines installations spécifiques ou aménagement du domicile, hein, parce que si les toilettes sont au fond du jardin, et ça arrive encore chez nous, il y a encore des fermes où les toilettes ne sont pas forcément accessibles, ben, on commence par adapter l'aménagement du domicile avant de partir sur l'autosondage. Parce qu'il y a un monde entre l'hôpital où tout est bien prévu et puis je suis rentrée chez moi tout seul. Et souvent, on aime bien associer les infirmières libérales ou les équipes des réseaux qui vont à domicile pour expliquer aux patients. Donc, vous voyez, le succès de l'autosondage, c'est la façon dont vous avez été éduqué. C'est pas le matériel en soi, il est super maintenant, c'est pratique, c'est bien fait, mais c'est vraiment une histoire d'éducation qui doit être bien faite. Est-ce qu'il y a des questions encore sur l'autosondage ou pas, Hervé? Alors, je crois d'abord que ces explications sont extrêmement claires, lisibles et donc elles ont permis de répondre beaucoup aux questions sur la question des autosondages. Il y a encore d'autres questions, mais je pense qu'elles seront posées. Et je remercie d'ailleurs chacun d'entre vous et je vois que les questions continuent, on est en train de dépasser l'horaire, mais je tiens à remercier Cécile Donzé pour ça, qui s'y prête bien volontiers. Et donc, on va lui permettre, et je crois qu'il y a encore, une ou deux diapos. Oui, il y a une ou deux diapos, c'est juste pour aller jusqu'au fond du problème, on va dire. Et puis, on posera les dernières questions à la fin, si vous voulez bien. D'accord. Donc après, c'est vrai, et j'ai des patients pour qui c'est plus possible ou c'est vraiment très compliqué, on n'y arrive pas, on ne peut plus faire les autosondages pour des raisons de handicap assez importants. C'est pas facile. Là, c'est vrai que c'est la situation la plus compliquée parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des hétérosondages, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infirmière qui vient faire les sondages, mais après, au niveau autonomie, c'est un peu compliqué. Le risque infectieux est plus grand quand c'est quelqu'un d'autre qui fait qui fait l'hétérosondage. Pour les messieurs, c'est vrai qu'on peut avoir, c'est un peu plus facile, entre guillemets, hein, l'étui pénien peut aider. Alors, il y a les protections, hein, mais ça, de toute façon, les patients souvent ont des protections avec parfois des risques de complications infectieuses, cutanées, c'est pas toujours facile et puis c'est pas très confortable. Et il y a la question de la sonde à demeure ou ce qu'on appelle le cathé suspubien. Et donc, soit la sonde, c'est par le méa avec un sachet, soit le cathé suspubien, c'est vraiment, on passe par le ventre et on vous met la sonde directement à travers la vessie, à travers le ventre. Alors, ça nécessite d'être changé toutes les 6 semaines à l'hôpital. C'est un peu compliqué. Alors, nous, on n'aime pas trop les sondes à demeure parce que bon, ça peut être un confort hein, pour certains patients. Ça nous arrive, des fois, on n'a pas trop le choix. Mais on a quand même un risque infectieux qui est important. Hein. Il faut savoir, quand on a une sonde à demeure, on a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, effectivement, les germes n'ont qu'à remonter la sonde pour arriver dans la vessie. Et on a 100% de vessie colonisée au bout de 10 jours quand on a une sonde à demeure. Donc, c'est tout. Après, c'est colonisé, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des infections. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Et puis, on a des complications de calcul. Et puis, le risque de cancer de vessie multiplié par 5 quand vous êtes en sondage à demeure. Donc, c'est sûr qu'on n'aime pas trop. Parfois, on n'a pas le choix, mais ça nécessite derrière une surveillance un peu plus régulière. Et puis après, il y a certains traitements chirurgicaux
Quand vraiment on n'en sort pas. Alors c'est vrai que ça ne correspond pas à beaucoup de patients, mais ça existe, donc j'en parle quand même. On a ce qu'on appelle les stents. Alors les stents, vous connaissez peut-être pour les artères au niveau du cœur, et donc c'est un espèce de petit ressort qu'on rentre dans l'urètre ici, et puis qui va s'élargir, hein. On va lâcher le ressort, il va s'élargir, et ça va permettre de faire écouler les urines plus facilement. Simplement, malheureusement, si on fait ça, effectivement, vous videz votre vessie, mais il y a une incontinence. Et donc, en fait, alors ici, c'est un homme, hein, c'est un monsieur. Et donc, effectivement, on fait plutôt ça chez l'homme, parce qu'à ce moment-là, après, on met un étui pénien. Mais il y a des patients qui n'ont pas du tout envie d'être incontinents. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça peut être proposé. Et puis après, on a des choses beaucoup plus importantes, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle des dérivations urinaires. Alors, le briquaire, c'est on enlève la vessie et puis on met une stomie, c'est-à-dire ici, on fait un petit trou dans le ventre, et puis du coup, vous voyez les deux reins, les urines vont dans un réservoir ici qui est une anse intestinale, qui est abouchée à la peau, et donc on a une poche. Certains patients sont très handicapés et trouvent ça extrêmement confortable parce que il y a plus de sonde à demeure qui peut parfois être désagréable, et on change la poche et c'est tout. Donc ça, ce sont des choses qui vont se discuter. Et puis pour les patients qui ont du mal à s'auto-sonder, on peut se sonder par le ventre en fait, hein. On fait un petit tunnel entre la peau et la vessie, et on se sonde par l'intermédiaire d'un petit trou. Alors c'est des techniques, Mitrofanoff, Monti, peu importe, hein. Donc ça, bien évidemment, ces techniques-là, ça ne se décide pas en 3 minutes. On discute tous ensemble avec le patient, avec la famille. Voilà, ça nous arrive de le faire. Ça peut améliorer quand même le confort de certains patients avec un handicap très lourd. Donc voilà, je voulais dire que ce n'était pas une fatalité, cette vessie. Ce n'est pas toujours en lien avec la sclérose en plaques, et c'est pour ça que le bilan urodynamique est important, parce qu'on peut faire la part des choses entre un problème d'incompétence du périnée qui est lié à des accouchements un peu traumatiques. Donc, ce n'est pas la CEP. Et des fois, les patients, ils sont contents. Ils me disent: ah ben, du coup, je pensais que ça s'aggravait, ma sclérose en plaques, mais finalement, ben non, c'est juste un problème d'incompétence périnéale. Je vais faire la kiné et ça ira mieux. Il y a des traitements, évidemment, il y en a beaucoup. Ils sont efficaces. Il faut simplement qu'ils soient donnés quand il faut et au bon moment, avec une bonne indication. Je pense qu'il faut vraiment démystifier les autosondages urinaires, et ce n'est pas votre ennemi, c'est quelque chose qui rend énormément service. Donc j'ai l'habitude de dire que tout le monde me déteste quand je parle des autosondages, et tout le monde m'adore au bout d'un mois en disant: mais c'est super, ça a changé ma vie, je ne suis plus embêtée, j'ai plus de protection. Donc bon, c'est pas grave, je les laisse me détester au début, après ça change. La notion d'épine irritative, ça c'est important aussi, et si vous ne traitez pas une constipation, eh bien vous aurez toujours vos troubles urinaires qui vont être difficiles à gérer. Et puis si on ne traite pas, si on ne fait rien, on peut avoir des complications comme des infections urinaires ou bien des reflux d'urine dans les reins, et puis au final, vraiment abîmer vos reins. Donc c'est important d'en parler, c'est important de trouver, je vais arrêter le partage, c'est important de trouver exactement ce qui se passe pour vous donner le meilleur des traitements, et vous rendre service. Et parfois, alors je sais bien que vous pouvez être impatient parce que c'est extrêmement gênant, mais parfois on met un peu de temps parce que c'est un peu de la cuisine. Voilà, on rajoute un peu d'alpha-bloquant, un peu d'anticholinergique, puis après on fait les sondages, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu, un peu compliqué parfois, mais en général, on arrive à vous rendre service. Parfait, merci beaucoup. On va prendre encore quelques questions si vous voulez bien. J'ai rendez-vous lundi, et pardonnez-moi si mon interprétation n'est pas tout à fait exacte, pour faire des séquentes pelviennes. Est-ce bien avec une CEP? Des quoi? Ah, j'ai pas compris. Des séquentes sur un pelvicentre. Alors, je vois séquentes pelviennes, etc. Alors, pardonnez-moi si… Alors, peut-être cette question peut-elle être reposée si elle… Parce que je sais pas, je séquente. Faire des séquentes sur un pelvicentre, est-ce bien avec une séquente pelvienne? Peut-être une précision, pelvicenter. Ah, peut-être que c'est du traitement séquentiel, c'est pas ça, peut-être? Alors, la personne nous dit pelvicenter, un fauteuil. Oui, alors en fonction de ce que vous avez dit, elle a dit oui. Oui, c'est des techniques de rééducation un peu spécifiques, avec des courants un peu spécifiques. Ça peut être proposé après, voilà, tout dépend pourquoi on vous le propose, mais ça, c'est une technique de kiné qui est connue, hein, qui est pas… Effectivement, c'est tout à fait possible à voir. Après,
parfois on a des bons résultats. J'ai vu pas mal de questions sur les infections urinaires et Oui. ça c'est bien parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup en parler. C'est un gros sujet. Les infections urinaires sont liées aux troubles de la sclérose en plaques. D'accord? C'est parce que cette vessie, si vous voulez, une vessie qui ne se vide pas, l'urine stagne et les bactéries prolifèrent. D'accord? Alors, on peut être colonisé, hein, on peut avoir des bactéries dans les urines sans aucun signe, et donc ça, ce n'est pas une infection urinaire. On parle d'infection urinaire quand il y a des signes spécifiques. Alors, soit vous avez encore une sensibilité qui est préservée et à ce moment-là, ça brûle, ça pique, comme moi, si j'ai une cystite, ça brûle, ça pique, j'ai l'impression de faire pipi des lames de rasoir, bon, ça c'est typique, c'est une infection urinaire symptomatique. Mais parfois, quand il y a des troubles sensitifs locaux, eh bien, on ne sent pas, ça brûle, ça pique. Par contre, il se passe quelque chose. Soit vous avez mal au ventre, soit vous n'êtes pas bien, soit vous allez faire pipi encore plus que d'habitude, soit vous avez des fuites que vous n'avez pas, vous vous levez plus la nuit. Il se passe quelque chose en général. Les patients vont sentir, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et surtout, pardonnez-moi, hein, mais l'odeur est innommable. L'odeur des urines est l'un des meilleurs signes d'infection urinaire. Donc ça sent le poisson pourri, hein, ça sent pas les urines fortes, ça sent vraiment très très mauvais. Et là on se dit, oh là, il se passe un truc, il y a sûrement une infection urinaire. Donc ça, c'est des signes qui sont importants à repérer. Si vous avez ces signes-là, d'emblée, il faut boire plus. D'emblée, ça c'est le premier truc pendant 48 heures. Si ça passe pas, à ce moment-là, il faut faire un examen d'urine. On fait un examen d'urine, on attend le résultat si on peut, et on met en place un traitement. Il y a des recommandations extrêmement précises sur le traitement des infections urinaires. Dans la sclérose en plaques, on est sur des vessies compliquées et il n'est pas du tout recommandé de prendre des traitements minutes comme Monuril ou Uridose ou tous ces trucs-là. C'est contre-indiqué, ça ne sert à rien. Ça ne va faire qu'entraîner des résistances antibiotiques. Et après, on va repartir. C'est pour ça que parfois, vous prenez un sachet de Monuril et puis 3 jours après, ça recommence et puis on n'en sort pas. Donc non. Signe urinaire, ECBU, traitement antibiotique adapté. Si c'est urgent, parce que vous êtes très embêté, on va tabler sur quelque chose d'empirique et on va attendre d'avoir les résultats de l'ECBU pour après mettre l'antibiotique qui correspond. Ça, c'est important parce que sinon, après, on se retrouve avec des résistances terribles et on ne peut plus vous traiter. Donc, les infections urinaires sont liées au fait que la vessie ne se vide pas. Les autosondages ne donnent pas d'infection urinaire. Les autosondages permettent de vider la vessie pour éviter qu'il y ait des infections. D'accord? Donc, c'est important. Il y a très peu de traitements de la sclérose en plaques qui donnent des infections urinaires. Certains immunosuppresseurs très forts, rituximab par exemple, qu'on fait en perfusion tous les 6 mois, peut augmenter le risque d'infection urinaire. Donc, c'est quelque chose, il y a certains traitements, il n'y en a pas beaucoup, mitoxantrone, enfin, c'est des traitements un peu spécifiques que les neurologues connaissent bien et donc il y a une surveillance accrue de la vessie. Tout ce qui est interféron, terriflunomide, enfin, tecfidera, tous ces traitements-là n'augmentent pas le risque d'infection urinaire. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué et quand vous faites une infection urinaire, si par malheur vous avez de la fièvre, donc une infection urinaire un peu plus sérieuse, là, vous allez avoir ce qu'on appelle une pseudo-poussée. La fièvre va faire que vous allez plus avoir de force et être vraiment fatigué, avoir du mal à marcher. Donc, c'est important de traiter quand même, hein. L'idée, c'est pas d'avoir une infection du rein. Et après, vous pouvez prendre la cranberry, hein, sous la forme de coliflush ou de Sys-Control, sont les 2 seuls qui sont vraiment sérieux. Les autres, c'est du commerce. Donc, Sys-Control, Cyscontrol, Sys-Control. Et c'est 2 sachets par jour et vous faites une cure de 3 mois. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de tout dire, hein, parce que sinon on va finir à 20 heures. On va finir à 20 heures, mais en tout cas, ce que je voudrais reprendre à mon compte, c'est la clarté de votre discours qui était évoqué ici. Un immense merci pour la douceur de vos propos, toute votre bienveillance. J'essaie. Donc, c'est ce qui ressort vraiment de l'ensemble des participants que je tiens à remercier. Avant de vous dire moi-même un grand merci et de souhaiter à chacun d'entre vous une bonne soirée. Voilà, les merci continuent conférence très intéressante, de manière très simple, de manière très claire. Voilà, donc un grand merci à tous les participants et puis une fois de plus, merci Cécile Donzé et bonne soirée. Merci, au revoir.